Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui nous revenons sur le terrain pour parler d'un cas qui fait l'actualité, Paul Pogba. Pour en parler aujourd'hui, 3 personnes. François Boucher. François, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce que ça t'inspire cette émission ? Écoute, on va se régaler, un homme que j'adore, qui est de la même génération que moi, génération 93. Donc on va voir. Ça s'est joué à rien, ça aurait pu être toi. Ouais, on a pas eu la même réussite. Ouais, on a pas eu la même réussite. Voilà. Mais écoute, bravo à lui. Mais ça se joue à pas grand chose, hein, genre vers 15-16 ans, là, c'est sur un contrôle raté ou un truc comme ça, une détection qui s'est mal passée et puis paf. Hein. Bah ouais, un tournoi à Sablé-sur-Sarthe, là, à côté du Mans. Voilà. Je fais un mauvais tournoi, lui est excellent, il est pris par le Havre et puis moi c'est foutu quoi. Le destin a jeté la pièce en l'air. 16-17 ans. Ouais, 16-17 ans. Ouais, la muraille de Buxerolles. On m'en parle encore. Espèce de match dont on parle, je crois, genre c'était Stade Poitvin, Buxerolles, un truc comme ça là. Mais là j'avais ramassé là, parce qu'il y avait quand même Chris et tout là. Enfin bref, on parle dans le truc. Mais... C'est pas Montamisé là où il avait pris 10-2 là ou 10-0. Ouais. 10-0 c'était. Ouais, contre Montam. T'avais pris ta petite photo dans Centre Presse, tu ramassais le ballon là. Dans le but, ouais. Ah, ça joue à rien. Ouais. Ah, et on fera un jour une émission sur les talents régionaux gâchés par les blessures. Ouais. Exactement. Ouais. Tu seras bien évidemment convié avec nous, Omar Stour. Pas le même talent en foot, mais la même veine, la même fougue pour en parler. Omar, comment vas-tu ? Bah écoutez, je vais bien. Bonjour à tous. Je tiens quand même à rappeler que je dois être l'un des seuls gars à avoir marqué 9 buts en 5 en un seul match. Ah bien. Ouais, c'est donc un petit peu de respect s'il vous plaît. C'est vrai qu'un match, vous n'étiez pas là, mais ouais, un match où tu étais là, Nabil, et beaucoup de membres de ce podcast étaient là. Je me demande si Sofiane n'était pas là. Non, j'étais pas là. Il aurait pu tirer des chiottes. Mais je dis vraiment, Omar qui est pas très bon du pied droit et qui est droitier, mais il tirait genre pied gauche à partir de Lucarno posé, mais c'était un jour où tout s'est aligné. Je pense que si Deschamps crevait un pneu, il rentrait sur le parking du Five, il rentrait regarder, mais il partait au Qatar. Non, ça s'est joué. Ça s'est joué à Ah oui, c'était il y a un petit moment quand même, si on parle de Qatar. Oui, ça arrive pas tout le temps, on s'en rappelle. Hein. C'était pas il y a 3 semaines. Non. J'ai chuté physiquement après, du coup j'ai pas pu poursuivre sur cette lancée-là. Mais non, plus sérieusement ça va. Écoutez, merci pour cette émission. Je sais pas qui je remercie, mais content de pouvoir parler de Paul Pogba, un joueur marquant, moi aussi de ma génération. Donc voilà, content de faire cette émission avec vous les gars. Tu sors d'un 6-0 de ton club hier contre le Maccabi Tel Aviv. Hier, victoire importante. Ouais, on enregistre, ouais, on est en tête de l'Europa League, c'est cool. Non, c'est bien, content maintenant. Faut relancer la machine en championnat contre Nantes ce dimanche, donc hier. Là-bas c'est là-bas. Pardon ? C'est à Nantes ? C'est à Lyon. Ah, faut le faire, voilà. Ah là, faut les 3 prendre des points là. Ouais. Après un vieux nul à Auxerre là, ouais, faut prendre les points là. Ouais. Et avec nous pour une première émission officielle, un homme de l'ombre mais un être de lumière, Sofiane Al-Jabari. Sofiane, comment vas-tu ? Bonjour à tous, très heureux de faire partie de ce podcast de ce podcast et de cette première émission. Bah ça va, Nabil, ça va, une très grosse semaine européenne pour les clubs français. Donc sauf Nice. Sauf Nice qui fout la honte, comme d'habitude. Nice qui fout la honte, franchement, faut faire quelque chose. L'année dernière, la Conference League, là cette année l'Europa League 0 points. Alors que tu vois un Midtjylland qui a 12 points avec Lyon. Ils ont même pas 80 millions de budget, je pense. Donc, est-ce que vous pensez que Nice peut le faire, c'est-à-dire faire un 0 sur 8 ? Ah oui, totalement. Mais il faut absolument qu'ils fassent un 8 sur 8, un 8 défaites sur 8. Ah, moi je pense qu'ils sont capables, il faut absolument le faire. Là, va partir comme il faut absolument. L'année dernière, ils font quoi ? Ils font 1 nul, 2 nuls ? Non. Ils font que des conférences. Non, ils font que des défaites. Ils font des nuls. Mais c'est la Conférence League là, ils jouent. Non, c'était l'Europa League. Ils font 0 victoire et là ils sont repartis. Ils font nul contre la Sociedad en ouverture. C'est vrai, oui, ok. Non, il faut absolument qu'ils marquent l'histoire ces gens-là. Non, c'est pas possible. Ils sont partis pour. Mais des fois, à un moment, on a envie que l'histoire soit marquée dans le négatif. Bah non, foutu pour foutu, autant qu'on marque l'histoire là, c'est clair. Ouais, voilà, faut y aller les gars quoi. C'est 5. Les amis niçois, foncez.
Il y a 3-0 en plus, un but des 18 secondes, c'est exceptionnel. Ouais, et ça fait la 3e fois, ils ont pris Celta Vigo, ils prennent la 2e minute, et dans notre match, et Fribourg, ils prennent 3e minute, il y a 18 secondes. Là, en plus, Fribourg, vraiment, ils en reprennent 3 derrière, c'est ça? C'est 1-0, 1-1, ils en reprennent 3 derrière. Ouais, ils se prennent c'est ça, mental. Fribourg marque un but magnifique d'ailleurs, mais qui est un peu honteux parce que tu dois jamais marquer un but aussi facilement dans une défense professionnelle. Nice en Ligue Europa. Non, Nice c'est catastrophique. Mais on fait 3-0 contre les clubs anglais d'ailleurs cette semaine c'est vrai qu'on en reparlera, mais en compétition européenne. Et ça, je peux vous dire que j'en suis pas peu Sofiane est un observateur et un hater de compétition. Je veux bien, mais bon. C'est vrai que Sofiane, c'est un homme qui est voué par une haine des Anglais, qui caractérise. C'est pas. Voilà quoi. Que la dernière compétition internationale qu'ils ont gagnée, la télé est en noir et blanc, quoi. C'est tout. Mon père avait 5 ans. Voilà. Rappelez-vous du Noël Jabari. Pour la Coupe du Monde féminine 2045, on s'en rappellera. Elle sera là, dans les buts. Ouais, on lui souhaite un meilleur destin, quand même. Oui. Paul Pogba. Allez, pardon, dans ce sujet un peu plus sérieux, les amis, que dit Al Jabari. Aujourd'hui, alors Paul Pogba, grand joueur ou intermittent de génie, comment Paul Pogba est passé d'un statut d'espoir générationnel à un joueur qu'il est aujourd'hui, un joueur mystère, on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas dans quelles conditions il va revenir. Pour en parler, on va décrypter sa carrière dans un premier temps, avec son explosion à la Juve, le joueur qu'il était, le joueur inspirant qu'il a été, puis la déroute totale, et ensuite l'art de gâcher une carrière, le cas Pogba. Donc l'idée, ça va être de discuter qui est responsable de son échec, est-ce que c'est le contexte, est-ce que c'est lui. Alors dans un premier temps, donc Paul Pogba, légende du foot ou simple intermittent. Pogba, bon, sans refaire sa présentation, tout le monde sait qui c'est. En faisant rapidement qui il est, Pogba, c'est une explosion au milieu des années 2010 à la Juventus de Turin, où aujourd'hui il est auréolé de 4 titres de champion d'Italie. Et il part ensuite en 2016 à Manchester United pour un transfert record à l'époque de 105 millions d'euros. Paul Pogba, c'est un joueur qui a marqué son temps. Pourquoi et comment la carrière de Pogba a-t-elle immédiatement fait de lui l'un des plus grands joueurs de son époque, un des plus gros talents du foot mondial? François, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dirais de ça? Déjà, c'est un mec qui était dans on va dire, si tu suis un peu le foot, tu regardes les jeunes et tout, c'est un gars qui a, dès 16 ans, je crois, il était en équipe de France, il a fait toutes les équipes de France de jeunes. Donc tout de suite, il était dans les radars. Et après, il est parti super jeune à Manchester United d'une première fois. Donc à cette époque-là, t'avais pas beaucoup de Français qui partaient comme ça à l'étranger dans les grands clubs. Ensuite, il fait champion du monde avec le U20 d'équipe de France. Donc ça te met en 2013. En 2013. Donc du coup, ça te met tout le monde commence un peu à avoir les yeux sur ces joueurs-là, et donc lui qui sortait un peu du lot au milieu de terrain. Et puis après tout de suite à la Juve, enfin tout de suite il part à Manchester pour aller à la Juve, et puis si jeune s'imposer dans un grand club en milieu de terrain, extravagant avec sa coiffure et tout, ça te fait un cas où tu le remarques, quoi. Puis la Juve de l'époque, c'est pas la Juve d'aujourd'hui, hein. On a au milieu Pirlo, Marquisio, Arturo Vidal, ouais c'est quand même c'était du lourd. L'une des top équipes de l'époque, enfin qui dominait le championnat d'Italie, et il a réussi à s'insérer dans ce club. C'était par un but énorme aussi qu'il avait mis, je sais plus si c'est contre Udinese ou Naples, parce qu'il en met 2 de malade, des buts de frappe sur coup, il une frappe de malade, et du coup ça aussi, je pense que ça a joué aussi pour qu'il puisse péter aux yeux du monde. Ouais, c'est ça. Omar, la tempête Pogba, comment on l'apprend à l'époque, comment toi tu l'apprends? Moi je l'apprends comme effectivement un peu comme tout le monde, un peu pleine face. Je suis pas un grand observateur moi, de la Serie A, mais la Juve à l'époque est tellement forte que forcément déjà c'est un grand club, mais on en parle. Il y a ce Français là qui éclot aux yeux du monde, et en fait c'est un peu je vais le dire ça de manière gentille, pas du tout négative, mais c'est un joueur YouTube, c'est-à-dire que c'est un mec qui est fait pour le highlight. C'est un gars qui a du charisme, qui a ses coupes de cheveux, mais qui a un talent footballistique monstre, qui marque des buts de malade. On vient de le mentionner. Et donc forcément, Pogba, on se dit, mais attends, c'est qui ce mec, et jusqu'où il va pouvoir aller. À la Juve, il est allé très très haut, puisqu'ils font une finale Ligue des Champions, perdue contre le Barça, 3-1 d'ailleurs. Je tiens à le rappeler. Parce que c'est la dernière fois que le Barça m'a rendu heureux en Europe. Ça fait longtemps, hein.
Mais t'étais jeune à l'époque, hein. Non, c'était une très très grosse équipe, la Juve. Hein, et il s'impose vite dans la rotation, hein, d'ailleurs, quand même, avec ce milieu, quand même, avec Marquisio, Vidal. T'as aussi Pirlo. T'avais Pirlo aussi. Ouais, il joue dans une grosse équipe et devant t'as du Tevez, t'as du. Ah oui, non, mais la Juve à cette époque-là, c'était la champion d'Italie, c'était quelque chose. Hein. Finale de Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions, ouais, c'est. Ah ouais, c'est une très grosse équipe. Donc c'est un joueur marquant. Pour moi, c'est pas un taulier de la Juve. C'est le petit jeune qui est clos, mais c'est pas le numéro 1 de la Juve. Ouais, mais il est devenu le taulier de la Juve avec le temps, avec l'arrivée de Dybala. Exactement. Je sais que lui, il fait la saison 2015-16, il prend le numéro 10. C'est à l'avant qu'il parte quand même, il prenait les rênes du jeu là à ce moment-là. Hein, donc, ouais, mais c'était peut-être une saison surtout et sur tout ce qu'il est à la Juve. Je dis pas ça, c'est pas une critique ce que je dis. C'est juste que ça reste quand même un jeune joueur. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit préambule ce que je vais pouvoir avancer comme argument pour la suite de l'émission. Mais ça reste un joueur qui, à l'époque, n'est pas le taulier de la Juve. Il y a plein d'autres mecs qui sont devant lui en termes d'importance dans le vestiaire, dans la pression médiatique, dans ces choses-là. Je trouve que t'es un peu dur avec Pogba. Pogba, ça a quand même été un taulier dans pas mal d'équipes. À 20 ans, c'est dur d'être taulier. Bah, surtout dans une équipe de la Juve, où il y a justement les mecs qui sont champions du monde et tout, etc. C'est en équipe de France, le taulier, c'est quand même. Bien sûr, que je fais. Oui. Il y a un truc aussi qui l'a aidé, Pogba, c'est que, en tout cas en France, et par rapport à l'image qu'on a de lui, même si effectivement après on peut nuancer sur est-ce que c'est un mec qui va rester légende ou quoi, mais c'est que il arrive à une époque où en fait en France, on n'a pas de jeunes qui sortent. On a une équipe de France qui est moyenne, on fait quart de finale en 2014, on est en reconstruction, mais t'as pas vraiment de mecs tête de gondole, crack jeune et tout. Justement, il est là en 2014. Il y a Varane aussi, lui et Varane qui arrivent en même temps. Au milieu de terrain, c'est vrai. Au milieu de terrain, c'est vrai. Voilà. Et du coup, t'arrives avec lui et Varane. Umtiti, en effet, ouais. Ouais, Umtiti un peu plus tard. Il arrive un peu plus tard. Au milieu de terrain, bon, il y a la génération 87, mais après, il y a eu les Gourcuff qui était un pétard mouillé. Il y a les Mvila qui étaient des pétards mouillés aussi, mais depuis ces jours-là, on n'avait pas eu de grands joueurs en équipe de France au milieu de terrain. Du Cabaye, du Schneiderlin. Du Mvila, on avait aussi. T'avais des trucs comme ça. Donc effectivement, lui, il arrive, 20 ans, hyper extravagant, effectivement très beau à voir jouer, élégant, gros volume de jeu. Et donc avec Varane, c'est vrai que c'est les deux joueurs jeunes sur lesquels les Français se reposaient un peu pour la reconstruction de l'équipe et pour être performants. Bah, parlons-en de ça. Sofiane, quand on parle de Pogba, c'est avant tout un style, puissance, élégance, technique. Est-ce que c'est le prototype du milieu moderne idéal? Pour moi totalement, parce que honnêtement, si on regarde le jeu de Pogba, alors il n'est pas excellent partout, mais il est mauvais nulle part. Ouais. Vraiment, honnêtement, techniquement, il est excellent. Dans les passes courtes, passes longues, il est exceptionnel. Au niveau de la frappe, pareil. Défensivement, quand il veut défendre, notamment en 2018, on en reparlera peut-être plus tard, il faisait le boulot défensif. Il est grand, il est athlétique. Il a du volume de jeu, donc honnêtement, il a quasiment aucune faille dans son jeu. Finalement, là où il pourrait peut-être avoir des fêlures, c'est peut-être au niveau mental, mais honnêtement, au niveau de ses compétences physiques et techniques, il n'y a aucun problème, honnêtement. Et c'est très rare un milieu de terrain qui a tout. Même les immenses milieux de terrain, comme je sais pas, les Modric, Toni Kroos ou autres, ils ont quand même, tu vois, par exemple, Kroos, il va pas très vite, alors que Pogba, il allait quand même assez vite. Et lui, finalement, en fait, il coche un peu toutes les cases. Donc c'est ça qui est assez impressionnant chez lui. Omar, est-ce que Pogba, à cet âge-là, c'était le meilleur Pogba qu'on ait eu? Enfin, Pogba Juve. Je pense que oui, parce que derrière, tu as une éclaircie équipe de France, mais ils sont à Manchester, il fait quand même une saison et demie bonne. Après, il y a quand même pas mal de pépins physiques jusqu'à la chute complète l'année dernière. Donc je pense que la meilleure version de Pogba, on l'a eu à la Juve. Elle a été très belle. Hein. C'était un joueur que j'aimais beaucoup, malgré le fait qu'il ne joue pas dans un club qui me passionne plus que ça. Donc oui, mais au final, c'est vrai que sa meilleure version, on l'a eu très tôt et très jeune. C'est vrai que t'abordes un point intéressant qui est, l'équipe de France, Pogba, aujourd'hui, c'est un joueur qui a ses plus grosses performances et ses plus gros souvenirs marquants en équipe de France. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux Pogba différents? On a eu deux Pogba différents. Un Pogba en équipe de France et un Pogba en club. François? Difficile
facile à dire. C'est mentalement, du coup, Sofiane en parlait tout à l'heure, c'est un mec qui effectivement a toujours eu le respect de l'écusson équipe de France, le maillot, prenait beaucoup de plaisir dans le groupe et par contre pour le coup là savait que c'était un taulier de l'équipe de France, c'est-à-dire que Deschamps l'a tout de suite mis sur son aile avec Varane, en disant vous deux, etc. On va essayer de vous faire monter, etc. Donc pour moi, c'est avant tout mental, c'est les caractéristiques du groupe et les qualités que Deschamps lui voyait et qui lui permettaient de s'épanouir au milieu de terrain. Et un mec comme Kanté, du coup, le complétait super bien. Ouais. Après, il y a aussi, je pense aussi le format des compétitions internationales de sélection, hein, c'est-à-dire que là, du coup, il faut bûcher pendant un mois. Finalement, c'est juste un mois de compète où il faut être au plus haut niveau pendant un mois. Et puis c'est tout. Et je pense que c'était aussi le format qui convenait à Pogba, parce que du coup, il se concentrait mentalement pendant un mois, il sortait ses meilleures prestations. Et puis c'est tout, quoi. Alors qu'en club, il faut de la régularité sur une saison entière. Il faut pas se blesser, etc. Donc c'est quand même un format différent. Et je pense justement que le format de sélection convenait mieux à Pogba. Et après, bon, t'as des joueurs comme ça hein, qui étaient excellents en sélection et finalement au club, ils ont pas fait des carrières exceptionnelles. Bah, après, c'est un autre profil, mais Klose, par exemple. Podolski. En équipe de France, on avait. Klose, voilà, il a pas fait une carrière en club exceptionnelle. Non, par contre, voilà, en sélection allemande, bah, c'est le meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde, quoi. Donc. Là, je rebondis sur Klose, quand même, carrière gros Werder, Bayern. Oui, non, mais alors j'ai pas dit qu'il avait fait une mauvaise carrière en club, mais ça n'a rien à voir avec sa carrière en sélection où il a vraiment marqué tout le temps les sélections de la Coupe du Monde de son empreinte. Même des mecs comme Laurent Blanc, leur plus gros souvenir, voilà. Le pic de leur carrière, ce dont on se rappelle d'eux, c'est leur rôle en équipe de France. Aussi, Laurent Blanc. Tu vois, Laurent Blanc, c'est un peu. Enfin, moi, la carrière de Laurent Blanc, gars, je la connais pas, quoi. Tu vois, François, tu dois la connaître un peu quand même, toi. Un petit peu. Non, mais je connais ses clubs, tu vois, mais je l'ai jamais vu jouer en soi, Laurent Blanc. Pour revenir à Pogba, parce que Pogba, c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Le rôle que lui donne Deschamps, dont tu parlais, ce que je voulais dire, c'est tout. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça aussi qui a fait le fait qu'il fait une Coupe du Monde aussi dingue et que c'est un crack en 2018, c'est un fou furieux. C'est que il était en pleine confiance. Le jeu que lui demandait Deschamps, c'était tout ce qui lui correspondait. Kanté à côté courait comme un dingue partout. Lui, du coup, il avait le ballon, il pouvait se régaler, jeu court, jeu long, machin. Donc ouais, pour moi c'était ça aussi. C'est vrai qu'il faut qu'on le rappelle, juste au niveau des expériences en équipe de France, Pogba il arrive en équipe de France pour une première grosse compétition en 2014 où il est performant, mais bon, comme l'équipe de France sans plus. L'Euro 2016, on sent qu'il commence à prendre un peu il est bon, un peu l'importance, vraiment du galon. Je vois qu'il y a un truc. On a vraiment à l'apogée de sa carrière, la Coupe du Monde 2018, où tout le monde est surpris d'ailleurs de son niveau parce que personne n'avait vu ça. Et il arrive cheveux courts. À lui qui était connu pour avoir des coupes, des crêtes, des cheveux, des teintures, etc. Et là, il est arrivé, cheveux courts, décidé. Je suis en mission, je suis à l'armée. Et puis quand on regarde, les images de l'équipe de France, il prend la parole, c'est quelqu'un qui se lève, c'est quelqu'un qui emmène les troupes, c'est quelqu'un qui est leader. Et même dans le jeu, le jeu court, jeu long, comme tu disais. Je me rappelle de l'action qu'il fait en finale sur le but d'Mbappé, c'est son but quand il met une espèce de méga transversale. C'était sur le sien. C'était sur le sien, ouais. Et il a récupéré après. Ah, mais là, ça passe là, Mbappé là en demi-volée là un peu là de 60 mètres là, c'est n'importe quoi. Qui est capable de faire ça? Qui est capable de faire ça? Finale de Coupe du Monde, Oui, non, mais c'est après et du coup aussi le format de l'équipe de France, en tout cas en 2018, lui correspondait parfaitement parce que lui, son meilleur atout, c'est son jeu long. Et là, t'avais la Formule 1 Mbappé à ce moment-là qui faisait que des appels en profondeur sur son côté. Et donc, du coup, c'était la régalade pour Pogba, parce que du coup, il suffit de revoir tous les matchs de l'équipe de France 2018. Pogba, dès qu'il a la balle, il fait une transversale de 60 mètres ou à ras de terre pour la Formule 1 qui cavale sur son côté. Quoi. Donc, on demandera à Nabil comme punition un jour de regarder toute la Coupe du Monde de l'équipe de France de Didier Deschamps. En 2018, le jeu proposé en 2018, c'est pas, franchement, à l'époque, pas horrible. On était un peu critique, mais au regard de ce qu'on a aujourd'hui, vraiment à l'époque, on mangeait du caviar par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Franchement, attends, ils mettent 4 buts en 8e, 2 en quart, 1 en demi, après ils en mettent 4 en finale quand même, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? On se plaignait d'un jeu qui était genre direct, trop direct, il n'y avait pas forcément genre de... Ah bah là c'était vertical par contre, c'était Pogba Mbappé. Voilà. Et les coups de pied arrêtés de Griezmann, c'est tout ce qu'a fait la Coupe du Monde de la France. À l'époque, on entendait des critiques. On pas du rêve, là. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on en reparlera de l'équipe de Didier Deschamps et de ce qu'il a fait de l'équipe de France, mais à l'époque on se rendait pas compte de ce qu'on avait.
Et puis bon, enfin, c'est vrai qu'on avait un axe Varane, Umtiti, Pogba, Mbappé et Griezmann qui faisait le lien, qui était exceptionnel. Mais ouais, moi je reviens un peu sur Pogba, sur l'aspect mental, et je pense que c'est un facteur. On l'a retrouvé un peu aussi à la suite de sa carrière. Je pense que c'est un mec qui marche aussi vachement au relationnel avec ses entraîneurs. C'est-à-dire que à la Juve, certes il était plus jeune, mais avec Allegri ça se passait bien. C'était un entraîneur avec qui il avait une bonne relation. Deschamps, c'était son pilier. C'était Conté, hein. C'était Conté. C'était Antonio Conté. Conté, pardon. Oh là là, oui, j'ai dit une connerie. Pardon, excusez-moi. Conté, effectivement. Et Allegri, passé Allegri. Je crois qu'en 2015, c'était pas Allegri en 2015. Non. C'est Allegri en 2015. En 2015, c'était peut-être Allegri. Ça commence par Conté, et puis après, Allegri, il est là en 2000. Conté, je crois, il fait 2015, et Allegri, il fait 2017. Attendez, je vais voir la régie, Continue, Omar, t'inquiète. Et je pense que c'est un gars qui marche vachement aussi à ça, et on l'a vu après par la suite de sa carrière. Avec Mourinho, ça marchait pas, ça a jamais marché. Et on peut aussi sortir un peu du terrain, mais aussi de la structure du club. Il est parti donc dans un club United qui était en déliqué, qui commençait à chuter. Je pense que c'est un gars qui a besoin de cet environnement cadré, de cet environnement de confiance. Et en fait, il l'a perdu à partir du moment où il a quitté la Juve la première fois. Et il l'a jamais retrouvé, à part en équipe de France. Ouais. Parlons de Pogba aujourd'hui. L'analyse sportive, est-ce que Pogba peut encore jouer au niveau? Bon, on n'en a pas parlé, mais Pogba, je pense que ça a fait les gros titres, et tous les gens qui nous écoutent le savent. Pogba donc est parti donc de Manchester à la Juve, où il a quasiment pas joué. Ensuite, il y a eu un cas de dopage où il a été suspendu pendant 4 ans, ça a été ramené à 2 ans. Il a pu rejouer au foot, il a signé à Monaco, et après plusieurs mois de blessures, de blocage, il a retrouvé les terrains le week-end dernier. Bon, pour quelques minutes, mais il a quand même retrouvé le terrain. Même si c'est un joueur qui avait totalement disparu des radars, c'est quand même un joueur qui a fait les gros titres. On ne parlait que de ça. Il a reçu une standing ovation. Tout le monde sur Instagram, les joueurs, tout le monde a noté son retour. Donc c'est quand même un joueur majeur. Est-ce que aujourd'hui, d'un point de vue strictement footballistique, sans être romantique, est-ce que Pogba peut redevenir un joueur de foot professionnel crédible? C'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué, parce que Pogba, c'est un 93, hein, donc là il va aller sur ses 33 ans l'année prochaine. Ça fait finalement, oui, il a été suspendu 2 ans, mais ça fait quasiment 4 ans qu'il joue pas, avec les blessures, tout ça. À la Juve, finalement, il a très peu joué. Ouais. Donc ça fait 4 ans qu'il a pas joué. Là, on parle de foot de très haut niveau. Et pourquoi pas un baroud d'honneur? On sait qu'on connaît tous l'échéance qu'on a à la fin de l'année. L'échéance, de toute façon, c'est juin 2026. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que là, il lui reste 7 mois. Non. Il lui reste même pas 7 mois, parce que finalement, en mai, t'as les sélections qui sont là. Donc il lui reste 6 mois. Il faut du coup qu'il enchaîne les matchs pendant ces 6 mois, qu'il ne se blesse pas du tout, même pas ne serait-ce qu'une mini entorse ou une élongation qui laisse 3-4 semaines hors des terrains, c'est mort. Honnêtement, ça c'est très compliqué quand même dans le foot de très haut niveau. C'est marrant, parce que tu vois, toi tu parles de ta question, c'est est-ce qu'il peut redevenir un joueur de foot de très haut niveau, et Sofiane directement il bascule sur Coupe du Monde. Est-ce qu'il peut être à la Coupe du Monde? Parce que tout le monde a cette c'est ça. Tout le monde a ce tout, c'est ce qu'il va revenir en équipe de France. Tout le monde a ce rêve, tout le monde a ce rêve. Voilà, c'est ça, c'est le storytelling. Et on a tous envie de le voir en équipe de France un jour. Moi, je vois pas Pogba comme un joueur moyen. Moi, je vois Pogba, soit il joue au top niveau, et Deschamps le rappelle, et compte tenu de la relation privilégiée, et compte tenu du fait qu'il y a quand même un déficit de technique en équipe de France aujourd'hui au milieu de terrain, pour moi, si Pogba revient à un niveau acceptable, Deschamps. Oui, mais là, en fait, le problème, c'est les délais, là. Bien sûr, si la Coupe du Monde était l'année d'après, tu te dis, bon, allez, il aura 1 an et demi pour se remettre un peu à niveau, bon, ça pourrait jouer. Mais là, c'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois que la liste va être faite. Là, il a joué que 10 minutes. Hein. Il a joué 10 minutes, il est même pas rentré contre Pafos. Je m'attendais à le voir au moins 10 minutes, 20 minutes. Mais déjà, si Pogba devient un titulaire crédible à Monaco, ça sera déjà pas mal. Hein. Moi, je suis sûr que si il devient titulaire à Monaco, Deschamps. Non. Je pense que tu te fais. Effectivement, vu que tout le monde aime Pogba, en France, il a une image de dingue, et que tous les médias sont derrière lui parce que ça a toujours été un bon client des journalistes et tout, il y a ce storytelling qui se met en place. Est-ce qu'il peut y être, machin? Mais pour moi, c'est impossible. Impossible. Je crois pas une seconde, t'as pas une partie mais de toi. Mais dans la réalité, oui, c'est impossible. Après, on a tous ce rêve un peu de le voir. J'aimerais trop. Mais finalement, c'est pas factuel, il y a rien, c'est pas réaliste. Bah ouais. Puis, vous oubliez aussi un truc, c'est que mine de rien, c'est un mec qui s'est fait gauler pour dopage. C'est pas rien. On parle aussi un peu d'image dans le foot. Je sais pas si Deschamps voudra le rappeler.
Alors je sais que Deschamps, il peut porter plainte facilement. Peut-être que ça va être notre premier procès, je sais pas, je vais le dire. Mais Deschamps, je pense que c'est des valeurs dont il s'en fout complet. Le buzz qu'on aurait, putain. On est mort. On est mort. À peine commencé, on est mort. Non, mais Pogba, c'est un mec qui s'est fait choper pour dopage. J'ai un peu de mal, moi, avec tout ce... Ouais, toute cette standing ovation, cette hype qui est autour de lui. C'est un mec, quand même, pour du foot qui s'est fait suspendre pendant 18 mois. C'est pas rien. C'est pas rien. Et moi, je suis désolé. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, mais là, je suis un peu dessus, mais je pense que j'espère qu'il ne sera pas sélectionné. Il y a un truc qui peut le sauver. Tu vois, si on peut y croire un peu, c'est qu'au milieu de terrain, il n'y a pas grand monde. Il serait derrière, devant, ce serait mort. Au milieu, il y a un truc à jouer, franchement. Il y a personne qui a son profil. Parce que t'as les Gendouzi, etc. Quand tu prends Zaïre Emery, Gendouzi, Fofana et tout, mais Fofana du Milan AC, mais il préfère quand même prendre ces gars-là. C'est pas possible que Pogba, tu vois, il passe devant eux comme ça. Ça dépend le niveau qu'il va avoir en avril-mai. Mais honnêtement, ça va être très compliqué pour lui. Et c'est un gros aussi. Je suis d'accord avec Sofiane, c'est un gros aussi. Si il arrive à avoir un niveau intense ou un peu régulier, pour moi, il y va. Ah, je pense aussi. Franchement, je pense que dans tous les cas, paris, Omar, on prend les paris. Tu mets une pièce ou pas? Si Pogba est régulier et un titulaire indiscutable à Monaco, il est à la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que ça va être très compliqué. Il va se blesser forcément. Il va se blesser. Donc, il sera pas titulaire indiscutable. Il n'arrivera pas à enchaîner. Et comme Deschamps aime bien virer les mecs blessés. Voilà le procès, on va l'avoir. C'est bon. Bon, on attend que Benzema parle quand même à un moment donné. Et nous, on va gagner. Voilà. Voilà, on n'a pas encore le jugement, mais bon, disons que quand on reste pas à l'after-foot, mais bon. Il a baissé son pantalon quand même dans les messages avec Dédé. Hein. Apparemment, il qui ça, Karim. Karim. Ouais, mais après, moi, parenthèse là. Faisons un aparté. Moi, je me dis. Il lui dit ouais, t'es blessé, tu peux pas jouer. Lui il dit bon ok, bisous les gars, j'y vais. Sauf que t'as le mec de la clinique qui lui dit au final ça va pas. Ils envoient genre les résultats à Madrid qui lui disent attends, tu pouvais jouer. En fait tu peux jouer. Ouais. Et c'est là où le bas blesse. Dans tous les cas, faut qu'il parle à un moment parce que ces messages énigmatiques sur Instagram, les gens veulent savoir. On n'en peut plus là. Putain. Écoute Karim Benzema, s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute, voilà, tu sais où parler pour la première. Allez. Ah, ok, très intéressant. Donc Omar prend les paris. Il y a que François qui ne croit pas. Enfin. Mais non, mais il est réaliste aussi. Non, mais en soi, ça va être compliqué. S'il joue, j'y crois, mais il va se blesser. Et puis faut pas oublier que la Ligue 1 c'est un championnat quand même qui est quand même costaud physiquement. T'as des mecs qui sont préparés. On parle d'un championnat quand même qui est plus qu'honorable. Le mec, regarde Giroud. Alors Giroud il est plus vieux. Giroud il est revenu et il marche pas sur la Ligue. Oui, mais il est quand même pas mal. Mais c'est que Monaco, Pogba il est dans une équipe à la dérive quoi là. Donc va te mettre en avant aussi dans une équipe qui est nulle. Qui est nulle. Voilà, qui est moyenne. C'est vrai. Hein. Tu vois, Giroud au moins il met le ballon devant. Ça bouge un peu autour, il finit. Parce que sur le papier, t'imagines Pogba, Zakaria. Sur le papier, c'est un milieu de terrain de malade quand même. Ouais, là tu te dis tu peux faire un truc. Tu te dis c'est solide quand même. Monaco, c'est toujours des équipes de malades. Un peu plus haut. Mais Monaco, tu prends depuis 10 ans, c'est toujours des équipes avec des effectifs taillés Ligue des Champions et pas ridicule avec des champions. Moi, à chaque fois, c'est que Monaco, je pense que t'as tellement peu de pression qu'au final, que tu sois bon ou pas. C'est vrai que quand les supporters de toute façon vont pas te siffler. Ils ont beaucoup de supporters, mais pas à Monaco, donc il y a personne dans le stade. Non mais ok. Bon. Au niveau donc de Pogba, donc Omar t'en parlait à plusieurs reprises. Donc Pogba c'est quand même quelqu'un qui s'est fait choper pour dopage. Pogba c'est quand même quelqu'un qui a une carrière compliquée. 2-3 ans où Pogba a quasiment disparu des radars. Ça nous manquait ou pas. Bon, je pense que tous les fans de foot voulaient le retour de Pogba. Pogba c'est aussi l'art d'une carrière qu'on peut considérer aujourd'hui comme gâchée par rapport à ce que ça aurait pu être. Comment analyser la carrière de Paul Pogba, ce talent générationnel devenu un paradoxe, une star planétaire et avec une carrière qui semble inachevée. On va pas dans un premier temps de la chute. Est-ce que aujourd'hui Paul Pogba, on peut considérer qu'il est responsable de son propre gâchis? Qu'est-ce qui fait que sa carrière aujourd'hui fait qu'elle a été sabotée? Est-ce que c'est les mauvais choix? Est-ce que c'est lui-même? Voilà. Sofiane, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pour moi, c'est les mauvais choix. Son premier mauvais choix, dans tous les cas, ça a été son transfert à Manchester United. Un Manchester United en déclin total, depuis déjà quelques années, en 2016. Alors que, honnêtement, je pense que tous les clubs européens, dont le Real Madrid, je crois, à cette époque-là, lui faisaient les yeux doux.
Et lui décide d'aller dans ce Manchester United qui est totalement en déclin. Je ne sais pas pour quelle raison. Honnêtement, je pense surtout qu'il y a Adidas qui a énormément joué dans ce transfert-là parce que du coup, Pogba, c'était leur nouvelle star montante. Manchester, c'est le club d'Adidas, c'est celui qui vend le plus de maillots côté Adidas. C'est Pogba, la star montante d'Adidas. Parce que Messi se faisait vieux à ce moment-là déjà, donc je pense, enfin vieux, c'était déjà voilà, le mec il est installé et puis là c'était la nouvelle star montante, t'avais Neymar côté Nike avec Ronaldo et donc là du coup je pense que Adidas a joué énormément sur ce transfert-là et malheureusement justement tout ce marketing a fait que la chute a commencé pour rappelez-vous l'annonce de transfert, Pogba les gars, faut qu'on se rappelle d'un truc, c'est que Pogba à l'époque c'est l'une des superstars du foot mondial. Pogba, il est dans l'équipe de la FIFA, l'équipe type de la FIFA en 2015. Autour de lui, j'ai été voir tout à l'heure, on a Neuer, Marcelo, t'avais Alves, Ramos, Thiago Silva. À côté du milieu de terrain, on a Iniesta, Modric. Devant, on a Neymar, Ronaldo et Messi. Ouais. Avec ces gens-là, Pogba était cité. Ça veut dire que Pogba, à ce moment-là, c'est le gratin. Et on a un transfert à United. Bon, United, c'est une équipe qui a fait que décliner jusqu'à aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une équipe qui déclinait déjà. Ouais, c'est un club qui déclinait. Pardon, j'ai pris la parole, mais c'est un club qui déclinait depuis des années. Surtout, Sofiane a soulevé un point super important. C'est un transfert avant tout marketing, Pogba à United. C'est un transfert Adidas. C'est un transfert géré par Mino Raiola. Mino Raiola, c'est quand même un agent. Alors, c'est un énorme agent. Enfin, c'était pas paix à son âme. C'est un énorme agent. Mais on peut pas dire que ça soit forcément l'agent qui va réfléchir le plus au bien-être de son joueur sportivement. Pour la petite anecdote, Mino Raiola, dans ce transfert-là, il touche quasi 50 millions de commissions parce que ce génie, il est agent de Pogba et il est mandaté par United et par la Juve. C'est du grand art ce qu'il a fait sur ce deal-là. C'est ça qui représente les trois parties. C'est fantastique. Ouais, c'est génial. Et effectivement, donc, il va là-bas, il a l'Europe à ses pieds, il va là-bas parce que peut-être qu'il n'a pas vraiment le choix, j'en sais rien. Et je pense qu'il avait le choix. Non, je pense qu'il avait le choix. Il a peut-être mal été conseillé. Peut-être qu'il y a eu il aimait bien aussi le club aussi. Il y a joué jeune et tout. Tu vois, il voulait y retourner, boucler la boucle. Mais c'est beaucoup business. Mais tu vois, il serait pas allé à City. Tu vois, par exemple, je pense. Oui. Après, c'est vrai que le projet, je pense qu'ils lui ont vendu un projet de reconstruction, qu'il allait être la tête de gondole. Voilà, il y avait Ibra aussi à ce moment-là qui avait été transféré. Il en veut pas à l'époque. Pogba, ça se passe jamais bien avec Mourinho. Après, il est pas Mourinho compatible. Il arrive avec Van Gaal. Il n'arrive pas sous Mourinho. Oui, il arrive après Mourinho. C'est vrai que Mourinho le veut pas, ça c'est un fait. Et puis Mourinho le veut pas. À l'époque, il y avait une espèce de gros sujet avec les pro Pogba et les pro Mourinho parmi les supporters de Manchester et autres. Et le truc, c'est que les gens disaient, Mourinho n'est pas adapté au jeu de Pogba, Mourinho n'est pas adapté à la génération de joueurs que représente Paul Pogba. Sauf que le problème, c'est que Mourinho est parti, il y a eu Solskjaer derrière, il y a eu 2-3 autres entraîneurs et Pogba n'a pas joué. Et après, il décline aussi physiquement. Blessé, il y a un vrai déclin à ce moment-là du physique de Paul Pogba. Là, on parle d'un joueur qui est l'ombre du mec de la Juve. Et même quand il part à United, est-ce que c'est encore, il y a tout cette puissance marketing, mais en 2016, c'est vrai que c'est un choix très 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 étonnant et je pense qu'il s'est perdu aussi bien sportivement que psychologiquement à ce moment-là en retournant à United. Après, c'est qu'en général, le fait d'aller dans un club plus faible, ça marche rarement. Enfin, le fait d'être un grand joueur et d'être dans un club plus faible au moment où on y va, ça marche rarement. Ouais. Oui, non, mais t'as raison. Et dans tous les cas, de manière générale, à Manchester United, depuis justement leur déclin, il y a aucun très bon joueur qui a finalement réussi à se bonifier. Tu vois, même Di Maria qui arrive quasiment à la même époque. C'est jamais raté. Il a fait 4 bons matchs, je pense, un crack au départ, et finalement après. C'est vrai que Di Maria, c'est un joueur qui a été fort littéralement. C'était la descente aux enfers, et puis après à Paris, nickel quoi. Après à Paris, il était. J'avais oublié qu'il avait joué. C'est un club qui. Il a joué une saison. Il a joué une saison. Après, il s'est tiré. Il a raison. Il avait tant de merde à Manchester, il en pouvait plus. C'est un Argentin. Mais c'est un club United qui était tellement sur le déclin, mais qui n'avait aucune stratégie sportive. D'ailleurs, aujourd'hui un petit peu plus. Mais les Glazers, à l'époque, avaient tout mis entre les mains d'Ed Woodward, qui est juste un banquier d'affaires, ce mec-là, même s'il y a un peu de bille dans le sportif.
en fait, c'était un club, c'était pas un club de foot, c'était une entreprise d'entertainment. Et ça marchait bien. Le pire, c'est qu'ils continuaient quand même de vendre des maillots, peu importe les performances sportives. Et moi, ça m'a toujours choqué que pendant quasiment 10 ans, ils n'ont rien fait Manchester, et les mecs, ils continuaient d'écouler des maillots à mort, sans qu'il y ait de performance sportive derrière. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est vrai que jusqu'à, je crois, l'année dernière, Manchester était encore, c'est premier parmi sur les revenus cumulés et tout. Malgré des performances sportives qui étaient. Aucune première ligue. Ils ont eu une Europa League. L'Europa League en 2017. En 2017 contre le Celta Vigo, je crois, c'est en finale. Non, contre l'Ajax. Ils prennent le Celta en demi. Le Celta, c'est en demi, ouais. C'est l'Ajax avec Kasper Dolberg, Traoré, etc. qui est mignon, en effet. Mais après, quand tu dis, tu vois, Nabil, quand tu présentais cette partie-là, tu dis gâchis, carrière gâchée et tout. Moi, je suis quand même mitigé là-dessus, parce que pour moi, quand tu gagnes une Coupe du Monde, ce qui est le Graal je pense, de tout joueur de foot, tu peux pas dire carrière gâchée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai qu'en club très compliqué, depuis 2018, on va dire, très compliqué, mais gâché, non, tu vois. Le mec, il a quand même un palmarès, il est champion d'Italie, équipe de France, par rapport champion à ce que ça aurait dû être. Pour moi, je vais pas dire c'est Modric, Iniesta, etc. Je veux pas leur faire offense. Mais normalement, on devrait le citer avec eux. Ouais. Au final, Pogba, le pic de sa carrière, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand il est 4e larron d'un fantastique milieu. Et ce pic. Non, c'est 2018. Et en équipe de France. 2018 pendant un mois. Oui, mais c'est pendant un mois, alors que. Après, on se rappelle même à l'Euro 2020, enfin en 2021, Pogba qui est au trou complet en club. Il revient, il est énorme. Il revient, il est pas énorme, il est très bien. Il nous coûte quand même le dernier but des Suisses. Je me rappelle. Et après, il fait quand même une très bonne compète. Mais c'était contre l'Allemagne, je me rappelle, il fait un match. Il est monstrueux. Il envoie une passe, c'est lui qui envoie la passe qu'on voit pas. On la voit, elle est hors caméra. Et un mec qui arrive, c'est Hernandez qui arrive, il est hors caméra. C'est énorme. Omar. Mais très gros match contre l'Allemagne d'ailleurs. Pour rebondir sur ce que dit François, effectivement, tu as raison, François. Tu gagnes une Coupe du Monde et tu as gagné des Serie A, pardon. Il n'y a pas beaucoup de gars qui ont fait autant que ça. Mais tout dépend, tu vas placer le curseur. Oui. Si tu te mets dans les standings de Paul Pogba 2015, oui, tu te dis. En fait, mec, t'as fait quoi? Si tu te dis par rapport à la moyenne, oui, le gars est exceptionnel. Mais pour moi, Pogba, il peut pas être comparé avec le reste de la population foot. C'est un joueur de haut standing. Puis il a 32 ans, il a que 32 ans. À 32 ans, des joueurs comme Pogba, ça finit pas au fin fond, au trou qui reprend doucement en Ligue 1. Pogba, enfin moi je prends des joueurs. Modric à 32 ans, 95, c'est peut-être pas 32. Bon exemple, il a 40 ans, il est encore au plus haut niveau. Mais Iniesta à 32 ans. Puis 2019, le gars, niveau physique. Non, mais ça pète, c'est sûr. C'est pour ça que très haut niveau, je vois pas comment c'est possible, mais bon. Puis après, on parle de l'aspect sportif qui est assez intéressant, mais aussi l'aspect extra-sportif. On va pas faire du gossip, on va pas faire du voici, on va pas faire du gala. Mais l'idée, c'est aussi de parler de ce qui a pu se passer en dehors du terrain, et aussi le cas de dopage. Le cas de dopage Pogba a été chopé. Il a pris 4 ans de suspension, ça a été ramené à 2 ans. Ça en dit quand même long, c'est assez symptomatique de la carrière de Pogba et de ce qu'il est. Enfin, à mon sens, je sais pas, Sofiane, ce que t'en penses. De toute façon, oui, au moment où il se fait épingler pour dopage, il est quand même dans une sacrée descente aux enfers. Il y a eu ces soucis là d'extorsion d'argent là avec des connaissances d'enfance. Il y a eu ses problèmes avec ses frères également à ce moment-là. Il enchaîne les blessures. Je pense que vraiment, il devait quasiment être en dépression. J'imagine qu'à ce moment-là, tu peux pas bien être psychologiquement quand tu te fais trahir par tes frères qui étaient, ils étaient quand même super soudés. En tout cas, il y a un contexte qui fait que il fait ce truc-là. Exactement. Les frères Pogba, ils étaient toujours ensemble. Les types, tout le temps, ils étaient ensemble. Et là, tu te fais trahir justement par tes frères. T'as cet enchaînement de blessures, etc. T'as tes anciens potes du quartier qui te volent de l'argent et qui te braquent avec des armes. Enfin, à un moment donné, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc après, je pense que le contexte était quand même particulier. Tient plus, il est au bout du bout. Alors après, il te dira toujours, je savais pas, c'est un médecin qui m'a dit de faire ça et tout. Enfin, tu vois, qui m'a donné ce médicament-là et je pensais pas que c'était un truc dopant. Il te dira ça, mais même si c'était volontaire, je le cautionne pas. Mais le contexte fait que. Mais tu vois, ça c'est un point qui est hyper intéressant. Omar, tu me diras ce que t'en penses après, mais je sais que médiatiquement,
les gens ont pas été durs. Il s'est fait choper pour dopage, ils disaient ah non le pauvre c'est dommage, etc. Alors qu'en soi on prend d'autres sports, bon on est tous fans de cyclisme ici, bon pas trop Omar, mais Omar est fan de tennis, il y a aussi des cas de dopage, mais dès qu'un mec se fait choper pour dopage au cyclisme, on est là mais pas le contexte. Non, mais même quand ils se font pas choper, on le dit au cyclisme. Mais je pense que c'est parce que c'est Pogba. Et Pogba, il a une excellente image en France, par exemple. Admettons que ça aurait été, si ça avait été Benzema, par exemple, il était mort. Qui est quand même quelqu'un qui est clivant en France. Là, il se serait fait démonter par CNews, aurait déjà demandé une déchéance de nationalité. Enfin, il y aurait eu énormément de choses. En dehors du à Sainte-Hélène. Ah oui, non, mais c'est clair. Omar. Darmanin aurait pris la parole. Enfin, là, ça aurait été. Non, je disais que Benzema serait. Je pense pas que dans le monde du foot, il se serait fait démonter en fait. Je pense que ça aurait été comme Pogba. Et en fait, il y a aussi tu parlais du tennis, il y a un cas très 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 gênant au tennis, c'est Yannick Sinner quand même qui lui a été suspendu. Et en fait, moi je retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire que le pauvre, non. Mais il a pas pu jouer, Sinner, il a raté 3 mois de compétition. Non, il a pas raté 3 mois de compétition. Le mec s'est fait gauler. Ils sont quand même plus durs pour Sinner, les gens. Enfin, j'ai l'impression. Non, rien du tout. Après, il est retourné à Rome au 1000, il s'est fait acclamer. Mais d'ailleurs, pourquoi il a pris que 3 mois, lui? Attends, tu te fais épingler pour dopage, tu te prends. Ils se sont mis d'accord parce qu'en fait, il a même pas loupé de grand chelem, je crois, en plus, pendant ce jour. C'était soi-disant involontaire et minime. Et en fait, il y a un litige entre les deux instances du dopage, le truc du dopage du tennis et le dopage mondial. Et en fait, l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, eux, en fait, pour pas trop perdre la face, ils lui ont proposé un deal, disant on te suspend 3 mois, il y a pas de grand chelem, tu vas juste rater 3000. Ouais, c'est pas grave. Et voilà, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. C'est mon coup de gueule. Non, mais t'as raison, on fera peut-être un jour un podcast tennis si ça vous intéresse. On a des gens prêts à en parler. Oui, j'ai vu des messages sur nos plateformes qui disaient ça. Tennis. C'est vrai qu'on a aussi. On pourrait faire un after Tour de France quand même. T'inquiète pas, Tour de France là l'année prochaine. Ça va tomber. On fera un live. Là, faudrait qu'on se fasse un truc. Là, les 2 étapes d'Alpe d'Huez, là, faudra qu'on se canne. On fait un live. Envoyer spéciaux. Je veux juste te rappeler que le Tour de France sera en même temps que la Coupe du Monde. Donc, non, mais de toute façon, il n'y aura pas de match l'après-midi avec le décalage horaire. Normalement, on va être tranquille jusqu'à 17h. Moi, je vous dis, les gars, la vérité, un bon Alpe d'Huez où c'est costaud. Waouh, franchement, le match en face a intérêt à être costaud pour que je regarde pas. Il n'y aura pas, c'est 24-25 juillet, je crois. Mais même s'il y avait, moi, franchement, face à une grosse étape de montagne. Il n'y a que l'équipe de France qui peut me faire louper ça. Il n'y a que l'équipe de France. C'est l'équipe de France, non. Mais franchement, il me faut un gros match en face pour y aller. Mais Pogba, revenons à Pogba. Pogba, bon, on le dit, Pogba, c'est quand même quelqu'un qui a pété à l'ère des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Pogba, alors c'est quelqu'un aujourd'hui, j'ai été voir tout à l'heure, 65 millions de followers sur Instagram. Pour un joueur qui n'a quasiment pas joué depuis des années, c'est quand même exceptionnel. Médiatiquement, c'est un joueur qui est énorme. Égérie Adidas pendant des années. Son annonce à Manchester United ou à Monaco, ça a fait tout péter. Manchester United, ils avaient ramené une tête d'affiche du rap anglais, Stormzy. Le clip a fait des centaines de millions de vues, vraiment exceptionnel. On n'avait pas vu ça. À son époque, parmi les gens de la génération, les 92, 13, 14, il y avait Neymar, et lui, en termes d'exposition, en dehors de ça, il y avait personne. Ah non, c'est clair. Et surtout, il surfait aussi sur les vagues du moment, le dab, par exemple. C'est ça. Qui était le signe de l'époque, c'était sa célébration, tout ça. Truc. Enfin, tu vois, c'était. Puis Neymar et lui, 2 personnes mortes pour le foot à 30 ans, d'ailleurs. Très intéressant à noter. Je pense que Neymar, c'est plus pour les soirées de poker, à mon avis. Oui, mais c'est le gin tonic, Neymar et les t'as raison, je suis d'accord avec toi. Commencer très jeune, tout de suite égérie, porté au nu, les médias, les trucs, tu vois. C'est quand même des gens représentatifs de leurs époques. Je sais qu'aujourd'hui. Et exubérants. Une espèce de surexposition. Tu parlais tout à l'heure de fragilité mentale, d'exigence extrême qu'on avait. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot moderne pour cette génération-là laisse la place à des personnalités complexes, à des personnalités qui ont besoin parfois un peu d'être un peu surexposées, de faire un peu le spectacle? Omar, toi, qu'est-ce que t'en penses qui aime ce genre de joueur? Je pense que j'ai pas trop compris ta question. Non, aujourd'hui, par exemple, tous les gens de la génération 90, on a quand même beaucoup de gens extrêmement présents sur les réseaux sociaux, et j'ai l'impression quand même c'est une génération qui est, je vais pas dire été gâchée par le foot, mais on a quand même pas mal de gros joueurs des années 90, début années 90, qui ont pas su trouver leur place dans le foot moderne.
Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on a genre Neymar, Hazard pour des raisons tout autres, mais on a Pogba en même temps, etc. Est-ce que le fait, l'ère des réseaux sociaux, la surexposition, est-ce que c'est pas des gens qui étaient pas prêts à ça? Surexposition pour Pogba, je sais pas, parce que lui, au final, c'est un mec qui a l'air de plutôt apprécier ça. Tu sais, il sait en jouer, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mec qui a son charisme, qui sait jouer avec les journalistes, qui parle bien, qui a toujours été apprécié, c'est pas un gourcuff. Ouais, mais j'ai l'impression quand même son image et l'exemple qu'il était, enfin ce qu'il représentait, ça a été écrasé par le contexte médiatique. Enfin Pogba était omniprésent partout. Enfin les gars, j'ai l'impression que je suis tout seul à penser ça, mais non, mais c'était une icône médiatique mondiale. C'est sûr. Est-ce que ça n'a pas existé pas trop à un moment? Il y avait Neymar et lui à un moment. Ouais, clairement. Je pense que Pogba, c'est un gars qui est... Excuse-moi François. Vas-y, je t'en prie. Je pense que Pogba, c'est un gars qui... Ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que c'est un mec qui avait besoin de cette stabilité, qui avait besoin de cette confiance, en fait, pas forcément que d'un entraîneur, mais de tout un groupe. Tu vois, en équipe de France, il avait aussi, c'était le leader, c'était un mec qui était adulé par ses coéquipiers. C'était le vrai capitaine. En 2018, honnêtement, tu avais le capitaine officiel qui était Hugo Lloris, mais celui dans le vestiaire qui parlait, c'était Pogba. Il était cajolé par Deschamps, bien sûr. Il a jamais retrouvé, en fait, ça aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il quitte la Juve, il a plus sa structure de la Juve, parce que la Juve, à l'époque, c'est quand même un club ultra bien cadré. C'est pas... Il arrive à United, il y a rien. Il y a un coach avec qui ça se passe pas bien, qui est conflictuel, Mourinho, on le sait très bien. Et je pense qu'à ce moment-là, il l'a dit lui-même, qu'il a fait une dépression, il l'a dit, qu'il aimait plus le ballon, qu'il savait pas à quoi ça servait. Et je pense que Pogba, il y a eu une perte de structure où le mec, en fait, n'avait plus ce dont il avait besoin pour s'épanouir. C'est là où c'est dommage qu'il n'y ait pas justement quelqu'un qui l'ait conseillé, qui lui aurait peut-être dit, je sais pas, à Manchester ça se passe mal, avec ton coach ça se passe mal, peut-être que la vie même à Manchester ça se passe mal. Et ben écoute, on va te trouver un autre club là pour la. On en a parlé. C'est Raiola, donc. C'est ça le problème. Donc pour moi l'entourage normalement aurait dû être là pour le conseiller, lui dire écoute Manchester c'est pas pour toi, allez. Peut-être revient à la Juve, il aurait peut-être pu revenir à la Juve, je sais pas, en 2018 par exemple, ou 2019 quand il avait encore quelques cannes. Là il est revenu un peu tard, moi je trouve. Non mais quand tu parles d'entourage c'est intéressant, parce que je sais qu'au fond on avait Erling Haaland qui était aussi géré par Raiola jusqu'à son décès, et qui lui pour le coup était entouré par son père qui était un ancien joueur de Manchester City, et c'est vrai que ça fait toute la différence. Et t'as aussi son avocate là, Rafaela Pimenta aussi, exactement, là, qui, je suis pas sûr qu'elle ait fait du gros boulot elle aussi. Raiola d'ailleurs. Mais moi j'ai l'impression, là, on aime beaucoup Pogba, on aime le joueur qui est Pogba, et j'ai l'impression quand même on l'exonère de sa responsabilité. On dit ouais, mais c'est le contexte, c'est dur, etc. Enfin, ouais, quand même, je dis les gars, il a quand même fait des très très mauvais choix. Après, tout ce qui est en dehors du sportif, le fait qu'il ait été pris en grippe par des malfrats, ça y a pas de sujet. Mais j'ai l'impression que quand même c'est un homme. Il a fait un mauvais choix, c'est son transfert de la Juve à Manchester, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il a traîné quand même pendant. Mauvais choix, justement, il y en a plein qui font des mauvais. Regarde, Di Maria par exemple, on en parlait tout à l'heure, il a fait un mauvais choix. Après, il est parti à Paris et ça s'est très bien passé à Paris sans aucun problème. Donc tu peux te retourner après un mauvais choix, ça arrive un mauvais choix dans une carrière, mais tu restes pas 6 ans dans un club si jamais ça se passe mal. Ouais, mais à partir de 2020, il commence à être beaucoup moins bankable. Il commence à se blesser beaucoup, commence à se poser des questions sur lui, donc tu vois, c'est-à-dire que les propals, tu sais pas sur les mêmes salaires et tout, donc. Puis après, j'imagine, il devient un peu ringard. J'ai l'impression avec le temps, le truc avec le dab, ses coupes de cheveux, etc. J'ai l'impression que c'est plus trop dans l'air. Il y a d'autres milieux qui pètent entre temps. Tu vois que lui, il prend pas le wagon. Il est moins bankable au niveau du marketing, mais je pense qu'il y a plein de clubs qui auraient aimé avoir Pogba pour essayer de le relancer. Parce que si tu arrives à relancer Pogba, là, tu fais quand même l'affaire du siècle. Les gars, la transition est quand même toute trouvée, et c'est hyper intéressant que vous parliez de ça, parce qu'on se rend compte que Pogba, c'est un joueur qui est aujourd'hui extrêmement admiré. Mais est-ce que c'est un joueur qui a été plus admiré que performant dans sa carrière? Est-ce que c'est devenu une icône mondiale pour des raisons qui dépassent ses performances sur le terrain? On a l'image Instagram, etc. et tout, mais on a aussi le style de joueur qui c'était, un joueur un peu fluide, extrêmement technique, qui casse des lignes, qui sait tout faire, etc. Pourquoi Pogba fascine autant même quand il joue pas? Alors,
moi je suis plus ou moins d'accord. C'est pareil comme quand on parle de gâchis, tu vois. C'est-à-dire que on parle pas d'un mec qui a fait toute sa carrière en Ligue 1 à Rennes, Saint-Étienne, Metz et Lens, tu vois. C'est quand même un mec qui a été champion du monde, qui a joué dans des grands clubs et tout. Donc sportivement, il a quand même répondu aux exigences, notamment depuis tout jeune. Maintenant, effectivement, c'est un mec qui était beaucoup plus connu pour les à côté, quoi, pour les à côté, pour son style, pour les réseaux sociaux, pour tout ça, pour tout ce qu'il représentait. Omar, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis d'accord, hein, oui, c'est clair. C'est un mec qui a laissé en fait, c'est un mec aussi qui a laissé une très belle image parce que c'est quand même un gars qui a, je pense que toute notre génération, bah, nous, on a un peu grandi avec lui. Tu vois, on avait 20 ans à cette époque-là. On s'identifie un peu à ces mecs-là. Quand il fait sa célébration Caris, là, quand il marque un but, on est tous en on est en sang sur lui, ouais. Et ça, c'était au tout début, ça. Ouais, quand il fait. Donc, c'est un gars qui a parlé, je pense, à notre génération de jeunes trentenaires. Il nous parle. Mais, et forcément, en fait, quand t'as marqué des gens, bah, tu laisses une trace, tu laisses un souvenir. Pardon. Et du coup, bah, on est un petit peu indulgent aussi avec toi. On a un peu ce romantisme qui revient. Mais c'est vrai que sa carrière, ouais, c'est un mec que j'ai vraiment aimé. Et et même aujourd'hui, enfin, je sais qu'on se balade un peu sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Il y a énormément de vidéos, genre ouais, Pogba, il était hyper fort, etc. C'est ce qu'Omar disait aussi, hein, c'est que c'est quand même typiquement aussi un joueur YouTube, parce qu'il a quand même des gestes exceptionnels en termes de frappe, de passes. Des fois, il te sortait des passes. La passe pour Giroud en amical contre le Cameroun, elle sort tout le temps, tu vois, tous les mois, il en fait une aussi à Griezmann, là, je crois, sur Giroud, là. Tout le temps. Celle sur Griezmann aussi, où Griezmann met la demi-volée, là, ça devait être en Biélorussie. Je sais pas où on était, là. En une touche. C'était juste après la Coupe du Monde, ça, je crois, c'était n'importe quoi, ça aussi. Il en a, à Manchester, il en a fait plein aussi. Et donc, en fait, oui, comme ce qu'Omar disait en introduction tout à l'heure, là, c'était que, c'est typiquement le joueur YouTube. Donc, en fait, il a tellement de gestes spectaculaires, que ce soit technique ou au niveau de la passe ou même des frappes, que du coup, je pense que ça laisse une bonne image. Même si finalement, dans le fond, ces matchs sont pas très reluisants. Hein. Ouais. Et puis un petite question un bon joueur. Pour conclure, Omar. Ça marque toujours. C'est bête à dire, mais un mec qui est bon, qui a fait des belles actions, qui a laissé des traces parce qu'il était fort. Des belles frappes. Il statait ce mec, hein. Passe des buts et tout, il statait. Il aurait dû beaucoup plus stater à Manchester, mais t'avais des tanges devant, là, t'avais des pics. Je te jure, à Manchester devant, là. Il me fait penser un peu à, ne cherchez pas de comparaison forcément très poussée, mais un peu à Bellingham, vous savez, dans le. C'est vrai. Ce milieu qui a du stat, qui a fait du highlight aussi. Moi, je suis d'accord. Pas du tout dans le style. Non, pas le style, mais ouais, je vois où il veut aller. Comme ça, voilà, Bellingham, il a pas la qualité de passe de Paul Pogba, il l'aura jamais. Bon, t'es dur. Les gars, t'es dur. Je te dis, t'as dit quoi, Sofiane, pardon? Non, parce qu'il est anglais, c'est pour ça. Non, mais il n'aura jamais la capacité de passe de Paul Pogba. Nos chers auditeurs, vous voyez la haine cristalline que Sofiane voue aux Anglais, voilà, c'est pour ça. J'aime beaucoup Harry Kane. Les gars, j'aime beaucoup Harry Kane. Pour conclure, Omar fait un cœur avec ses doigts, on le voit. Omar fan d'Harry Kane, car fan de Tottenham, bizarrement. Il viendra peut-être au Barça l'année prochaine. Harry Kane, extraordinaire, Harry Kane, exceptionnel. Les amis, petite question pour finir. À votre avis, Pogba, légende des Bleus ou pas légende des Bleus? Non. Oui. Ah bah si, tous les jours. Ah oui. Tous les jours. Tu voudrais pas, Omar? Allez, Omar, argumente en 30 secondes. Hall of Fame. Oui, totalement. Pour moi, la légende des Bleus, en fait, c'est que certes, t'as les Bleus, mais t'as aussi autour. Bleu. Mais non, on parle que de l'équipe de France, on parle pas du club. Non, mais oui, mais il va parler du dopage, et donc pour lui, ça salit son image. C'est ça que tu veux dire, non, Omar? Aussi, mais tu vois, par exemple, je pense que. Moi, je m'en fous. J'aime trop Contador pour cracher sur des mecs qui sont dopés, franchement. De quoi? Je dis, j'aime trop Contador pour cracher sur des mecs qui se sont dopés. Il savait pas, il a mangé un steak. Ça arrive à tout le monde de manger un steak. Bon, il était vert, mais après, il savait pas. Bon, tous les Espagnols, de toute façon, à ce moment-là, ils étaient tous. Même ton idole, Rafael Nadal, je pense. Et quand il mettait. Raphaël a gagné les procès. Les gars, Roselyne Bachelot avait des infos, les gars. Roselyne Bachelot avait des infos. Bien sûr. Ouais. Roselyne Bachelot est une mécréante. Waouh, attention. Ouh là là, attention, Monsieur Stour. Donc Pogba, légende. Pogba.
pour moi, non, mais même toi, un mec comme Griezmann, pour moi, il est largement au-dessus de Pogba. Ah bah oui. Non mais Griezmann est bien sûr. Griezmann est une légende de l'équipe de France. Oui, bien sûr. Mais pour moi, Pogba est aussi. C'est une affirmation là. Grand nom. On parle d'un top 3 là. Les légendes, non. Pour moi, Pogba top 10 équipe de France. Oui, sans problème. Ouais, je pense. Franchement. J'en mets pas devant lui. Zidane, Platini. Tu parles que des Bleus ou équipe de France. On parle d'équipe de France. Oui, ah non, mais il est dans le top 10, les gars. Non, mais dans le conducteur que t'as envoyé, il y a légende du foot. Donc, j'ai tout un argumentaire. Que tu vas garder pour toi, car on a été beaucoup trop long. De la Coupe du Monde 2018, t'as qui de marquant? T'as Griezmann, Pogba, Mbappé quand même. Mbappé, Umtiti, Varane. Ouais. T'en as beaucoup. Kanté. Non mais plus que Pogba. Plus que Pogba, il y a Mbappé, Griezmann, c'est tout. Ouais, c'est les trois gros. Tu vois. Donc Mbappé marquant, pas forcément meilleur, mais marquant. Pogba, Coupe du Monde 2018, il est top 3 et je pense qu'il est pas 3. Mais moi, je pense qu'il est top 1 ou 2 non, mais il y a des débat, en tout cas, c'est dans les 3 plus importants, quoi. En 2016, il est très bon. Même en 2014, il finit meilleur jeune de la compétition. Donc l'un dans l'autre. Ouais, donc l'un dans l'autre, tu vois quand même. Non, c'est un très quel joueur en équipe de France. Merci. Un mot pour conclure, les amis, sur Pogba. Qui veut y aller, François? Un mot pour conclure? Non, bah écoute, voilà, on a fait le résumé de sa carrière. Maintenant, on va faire celui de ma carrière à moi, puisqu'on est de la même année. On va commencer le petit comparatif. Semaine prochaine, les amis. Le petit comparatif. François Boucher. L'homme qui a mis Poitiers sur la carte. Les amis, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. On va passer à la partie historique. Je vous ai demandé à chacun de me faire une petite présentation sur un joueur qui pour vous a gâché sa carrière, un joueur marquant qui pour vous a gâché sa carrière. Omar, est-ce que tu veux commencer? Bah écoute, si le grand chef me donne la main, je ne peux la refuser. Alors commençons. Moi, je vais vous parler d'un jeune joueur qui est toujours jeune d'ailleurs, et d'ailleurs qui est très proche de Paul Pogba aujourd'hui, c'est Ansu Fati. Vous l'avez tous connu, vous le connaissez tous, ouais. Ansu Fati, ancien joueur du Barça, moi que j'aime beaucoup. Numéro 10 du Barça. Et de Brighton. Et de Brighton, effectivement. Je vois dans les notes, j'ai mis né le 31 octobre 2022, donc très très précoce. Donc il est né en octobre 2002, pardon. Il est repéré très vite par les scouts de la Masia. Il arrive en 2012, à 10 ans à la Masia de Barcelone. Et à l'été 2019, il arrive, il est intégré en fait suite à des blessures, il intègre l'équipe A puisque l'attaque du Barça est un peu dénudée à cause des blessures de Suarez, Messi, Dembélé, j'en passe. Et en l'été 2019, il fait son premier match. Il a même pas encore 17 ans. Il joue contre Osasuna, bam, il plante. C'est le plus jeune buteur de l'histoire du Barça. C'est le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. Il casse énormément de records. Jeune buteur et titulaire au Camp Nou, jeune titulaire en LDC avec le Barça, et même, je crois, tout court. Je laisse avec certaines stats pour pas vous perdre. C'est considéré par France Football à l'époque comme le 8e plus grand espoir de sa génération. Tout ça, on se dit, on a une pépite. On avait une vraie pépite. Et je pense qu'on avait réellement une pépite. Problème, donc il finit la saison, très bien, Covid. Saison 2020-2021 qui commence. Et là, énorme début de saison, 3 buts en 5 matchs. Il est convoqué par Luis Enrique avec l'équipe A d'Espagne. Sa première sélection de la bille est contre l'Allemagne, on en parlait en préparation. Et le 7 novembre, patatras, tout s'effondre pour Ansu Fati. Un mauvais tacle d'Aïssa Mendy, qui est aujourd'hui à Lille. Fracture du ménisque. Donc c'est pas rien, c'est une blessure qui va le mettre Sofiane pour le reste de la saison. Pour le reste de la saison. On se dit, bon, allez, c'est une blessure, il est jeune, il va repartir. Le Barça lui fait confiance, il le prolonge. Il y a le départ de Messi. On lui donne le 10. C'est pas rien. Il revient après son premier match, après quasi un an d'arrêt. Il revient et il marque avec le Barça. Donc on se dit, c'est bon, ça va continuer. Le gars, en fait, il est parti, comme s'il était, il est revenu comme s'il n'était jamais parti. Il fait la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il est embarqué par Luis Enrique au Qatar. Et puis au final, après, plus rien, des rechutes, beaucoup de blessures musculaires, un niveau qui se retrouvera jamais. Il est prêté, comme tu le disais en introduction, à Brighton avec Roberto De Zerbi, qu'on connaît bien en Ligue 1. Il marque seulement 4 buts, toutes compétitions confondues, que 2 en Première Ligue. Il est critiqué ensuite par Roberto De Zerbi sur sa condition physique. Il reviendra au Barça puisque Brighton ne veut pas le conserver en prêt. Et puis au final, il jouera que 11 matchs pour être prêté finalement cet été à Monaco, où il a marqué un petit peu, surtout sur penalty, mais tout ce que j'ai lu sur lui n'était pas forcément très positif, notamment physiquement.
Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, Ansu Fati, c'est pourquoi je l'ai pris, parce que moi, c'était un joueur vraiment auquel je croyais énormément. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui s'enflamme énormément sur les jeunes, mais pour moi, c'était vraiment un joueur létal. C'est un mec qui était capable de marquer de toutes les positions, une technique fine, vraiment un très beau joueur. C'était aussi un mec qui arrivait dans un Barça où, un peu moribond, on avait un peu ras-le-bol là, de ce Barça de la période Bartomeu. On avait besoin un peu de fraîcheur, de nouveauté. Et donc, il a représenté tout ça, un nouveau talent de la Masia, un vrai talent de la Masia offensif. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et au final, malheureusement, voilà, un mauvais tacle. Il n'y est pas forcément pour grand-chose dans cette perte de niveau. Un mauvais tacle, une blessure. Et puis, Ansu Fati, au final, n'est jamais revenu au niveau que l'on lui a connu au début. Donc voilà, j'espère que Ansu Fati fera une belle carrière malgré tout. Peut-être pas au niveau auquel on l'a espéré, mais une carrière très honnête de joueur professionnel. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, parce que je pense qu'avec un Ansu Fati de bon niveau, je pense que ça rendra les matchs un peu plus sympas à regarder, en tout cas, et j'espère pour les Monégasques qu'ils auront le droit à un bon Ansu Fati. Merci beaucoup, Omar. On se rappelle que Fati était un peu Yamal avant l'heure, et c'est un peu genre le jeune pépite du Barça en qui on fondait et des origines communes d'ailleurs avec la Guinée-Bissau. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Omar. Sofiane, est-ce que tu veux nous présenter le joueur que tu as choisi? Alors, ouais, moi je vais vous parler d'une icône Pro Evolution Soccer. Mais non. PES6. Adriano? Eh oui. Ah, énorme. Eh oui. Alors du coup, oui, lui là, c'était pas pour des blessures, mais pour d'autres raisons. Mais du coup, on a tous adoré ce joueur, notamment sur la console. Les derbies Inter de Milan. Intouchable. Milan AC. Avec Sean Wright Phillips, les Martins aussi, on a fait les Martins, il y avait du Recoba, Martins, ça allait à 2000 tellement vite. Ah là là, ça allait trop vite. Adriano, ça frappait trop fort. Il avait 99 partout, je crois. Alvaro Recoba, les corners rentrants d'Alvaro Recoba, c'était n'importe quoi. T'avais du Vieri, bon après Vieri un peu moins bon, mais Bobo. Après le Milan AC, on va pas les présenter, mais en tout cas je pense qu'on a bien rigolé tous de cette génération 90 sur la PlayStation 2 avec PES6. Et donc du coup Adriano, je suis jaloux de son joueur. Il est trop bien, Adriano. Adriano, c'est pas mal. Et du coup, Adriano, on a tous, on a tous commencé à regarder le football. Et on a tous vu en tout cas l'éclosion d'Adriano. Donc Adriano, qui commence à Flamengo. Il est né en 82, Adriano. Donc il commence au Flamengo. Il fait 2 saisons et puis il est recruté par l'Inter en 2001. Donc il arrive à l'Inter, il fait une première saison mais sans vraiment trop jouer. Il est prêté après dans la foulée à la Fiorentina où il fait une demi-saison correcte, et ensuite du coup il fait un deuxième prêt à Parme où là il explose totalement sous Prandelli, où il apprend il s'affine techniquement et tactiquement, en même temps avec Prandelli forcément. Et donc du coup après cette saison à Parme où il met quand même 26 buts en 45 matchs, donc c'est pas trop mal pour quelqu'un de 20 ans. Il embraye sur la Copa América 2004, où du coup c'était je me rappelle plus qui était le coach là du Brésil. Scolari, non, c'était pas Scolari, c'était Pereira. Ok, tout à fait. Ouais. C'était Pereira qui décide de laisser les stars à la maison. Il décide donc tous les Kaka, Ronaldo, Ronaldinho, etc. Ça reste à la maison. Et donc il fait jouer les jeunes. Il y avait les Adriano, je crois que t'avais Luis Fabiano aussi à ce moment-là. Enfin bref, que des joueurs, en tout cas des seconds couteaux de l'équipe nationale brésilienne à ce moment-là. Et il finit quand même, du coup il gagne la Copa América contre nos amis argentins. Et il finit meilleur buteur et meilleur joueur de la compète, avec 7 buts et 2 passes D. Donc il commence à prendre une nouvelle dimension à ce moment-là. Et là, patatras, dans le même été, il apprend justement la mort de son père, d'une crise cardiaque. Et donc en fait, il va pas ressentir les effets directement cette mort de la mort de son paternel, parce qu'il va enchaîner justement la saison 2004-2005 sur sa meilleure saison, avec 10 buts en 9 matchs de Ligue des Champions, ce qui est quand même énorme à cette époque-là. 16 buts en Serie A après. Et il enchaîne du coup sur la Coupe des Confédérations, où là du coup nos amis brésiliens arrivent avec la grosse équipe, Kaka, Prime, Ronaldinho, Prime, et Adriano notamment, et il finit du coup encore meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, une passe D, dont un doublé en finale contre l'Argentine. Je pense que vous vous souvenez tous de ce match où il y avait 4-1. Ouais, tout à fait, ouais. Et 4-1, avec un but de Kaka, but de Ronaldinho, doublé d'Adriano. Et donc du coup victoire 4-1 du Brésil. Et puis la chute commence en 2005-2006, où il commence à un peu moins marquer. Il met 6 buts en Ligue des Champions, 13 buts en Serie A.
Et avant la Coupe du Monde, il y a encore un de ses proches qui est tué. Il était en boîte de nuit avec un de ses potes. Il y a eu des problèmes de drogue. La police tue un de ses copains justement en face de lui, juste avant la Coupe du Monde 2006. Qui est un flop d'ailleurs cette Coupe du Monde. Et puis là, la descente aux enfers continue, des relations douteuses avec des membres de gangs dans les favelas de Rio. Beaucoup de drogue, beaucoup de clopes, beaucoup de femmes, beaucoup d'alcool. Et donc du coup, oui, une dépression qui arrive et puis finalement, il va jamais réussir à sortir la tête de l'eau de ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2014, Le Havre, le tente. Le Havre le tente. Adriano vient au Havre. En Ligue 2. Au Havre. C'était en Ligue 2. Ils étaient en Ligue 2 à ce moment-là. Il fait un tweet. Il fait un tweet pour souhaiter joyeux Noël au Havrais et que du coup, il a hâte de commencer avec eux. Finalement, le transfert capote et il a jamais été là-bas en Normandie. C'est dommage, il aurait pu les aider, mais voilà, en tout cas, c'est une descente aux enfers d'un talent immense qui était le successeur d'R9, finalement. Exactement, c'était le successeur d'R9. C'était R9 après. Il allait super vite. Tu te souviens du coup franc qu'il avait mis contre le Real? Ouais, je m'en rappelle. Je vois même pas la balle partir. Et finalement, après, la dépression, la mort de son père a fait que. Qu'il a sombré dans l'alcool, la drogue, et la délinquance finalement, parce qu'il est quand même là, on le voit même récemment, on a vu des images de lui complètement bourré dans les favelas de Rio. On parle quand même d'un joueur qui était quand même multimillionnaire. Là, il est, maintenant, je pense qu'il vit comme un pauvre maintenant. C'est vrai que c'était une icône du foot, qui a marqué notre génération, nous les 90, du fait de son niveau dans les réseaux, dans les jeux vidéo, et puis même lui-même, c'est un joueur exceptionnel, successeur de Ronaldo, d'R9 comme tu dis, qui était. Et en sélection brésilienne. Il a tout, à part sa Coupe du Monde 2006 où tout le Brésil a pas été bon, mais en sélection brésilienne, à chaque compétition, du coup, il a répondu présent. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Sofiane. C'est typiquement le joueur qu'on apprécie, Adriano. Je sais pas trop pourquoi, mais on l'aime tous. On peut pas ne pas l'aimer, c'est notre époque. Pourtant, il avait pas une technique très fine, c'était un peu un bourrin quand même. Mais c'est, je pense déjà le fait d'avoir qu'il soit trop fort sur PES, ça a biaisé déjà notre avis, je pense, parce que. Ouais. Très très bon choix, Sofiane. Merci beaucoup. François, qui as-tu choisi? Alors, moi, j'ai choisi un ancien Bordelais, passé également par le FC Barcelone. C'est Malcolm. Ah, pas mal. Alors, pourquoi j'ai pris Malcolm? C'est vrai que c'est un petit peu moins la déchéance peut-être que ça va être une chronique émotion, Fatih et Adriano. Mais en tant qu'ancien Bordelais, ayant vu tous ces matchs, pour moi c'était vraiment un crack, ce gars. Il était trop fort, notamment sur ses contrôles de balle. Pour moi il était top 5 monde. C'est-à-dire que tu lui envoyais un parpaing au-dessus de sa tête, il te le chopait avec la jambe. Il était trop fort sur ses contrôles de balle. Moi je trouvais que ça assez dingue. Donc donc il a commencé au Corinthians, Malcolm, ailier gauche ou ailier droit, et donc la filière bordelaise et brésilienne marchait quand même plutôt bien à l'époque, donc il est arrivé en cours de saison. Et au début, il faisait des petits bouts de match et tout, et direct tu voyais que le gars il avait le feu dans les jambes, dribbleur et tout, trop fort. Et tu disais pourquoi il joue pas trop et tout. Et après il s'est acclimaté, il fait 2 super saisons à Bordeaux. Et après du coup à la fin de Bordeaux, il fait sa dernière saison à Bordeaux, il fait 12 buts, 7 passes dans Ligue 1. Et du coup il commence à péter, à être connu des beaux buts, des buts magnifiques en plus, et au-delà de ça trop fort dans le jeu et tout, vraiment il faisait toute l'équipe en attaque, il était vraiment trop fort. Et donc évidemment tout le monde se dit, quand tu le vois, tu dis il va prendre un gros club, mais en fait moi c'est là où je pense qu'il a fait une erreur, et c'est ce pourquoi je l'ai choisi, c'est que pour moi c'est ses choix de carrière qui n'ont pas été bons. C'est-à-dire que pour moi, premier mauvais choix de carrière, il va à Barcelone, où c'était compliqué, la concurrence machin, le mec qui vient de Bordeaux, c'était le boss de l'équipe. Il est arrivé à Barcelone où finalement c'est personne. Tu vois, il aurait pu peut-être prendre un intermédiaire, je sais pas, un Séville, un truc comme ça. En Italie, je sais pas, un Naples, un truc. Surtout que Barcelone, on a Valverde qui lui fait pas énormément confiance, mais il a quand même des performances. Je me rappelle d'un but contre le Real, je me rappelle d'un but contre l'Inter en Ligue des Champions. C'est quand même quelqu'un qui, quand il joue, il est bon. Quand il joue, il est bon. Donc c'est d'autant plus frustrant parce que finalement le mec continue d'être fort. Donc tu te dis, c'est pas juste un crack à Bordeaux, il est juste fort. Et donc il fait que 1 an et il est poussé vers la sortie, et en fait le gars finalement va dans un championnat mineur, donc il va au Zénith Saint-Pétersbourg pendant 5 ans. Et là il cartonne tout, il est meilleur joueur de championnat, but sur but, meilleur buteur en 2023 et tout.
Et au lieu de un moment qu'un grand club revienne, je crois qu'à un moment il devait revenir dans un grand club, je sais plus lequel, j'ai perdu la rumeur. Et en 2023, au lieu de repartir dans le giron européen, qu'on le revoit jouer et tout, il finit à Al Hilal. Donc il gagne tout et tout, il est dans une équipe de fou, mais du coup on l'a pas vu jouer. 3 choix de carrière avec des clubs douteux, on le voit pas. Il a 2 sélections en équipe de Brésil, alors que pour moi il avait le niveau pour en faire peut-être 50 et faire une Coupe du Monde, un truc. Et voilà, finalement on est passé à côté de ce joueur qui me faisait vraiment kiffer quand il jouait à Bordeaux, et où je me disais lui il peut vraiment aller loin, quoi. C'est vraiment un crack. Merci beaucoup François. On se rappelle de Malcolm pour des buts magnifiques. Je rappelle d'une lucarne, je crois que c'était contre Lyon. Omar, tu t'en rappelles aussi Oui, c'était dernière minute, je crois. C'est ça. Rappelle, 3-3. Et que c'est un gaucher soyeux, trop fort. Bordeaux à l'époque, qui avait Mariano aussi, qui a été gagné des titres après au FC Séville. Un énorme joueur. Ouais, j'avais un autre gars, je sais pas si vous vous rappelez lui, c'est Roystoy Drenthe. Ah ouais, ça aurait été un bon choix, ouais. Et pour la petite anecdote, ce gars-là, je l'avais découvert j'ai regardé un été un Euro Espoir. Ouais, moi aussi, sur W9, il était trop fort. Ouais, je m'en rappelle. Ah, c'était énorme ça. Ah, ça envoyait fort. Ce gars-là, je le trouvais trop fort. Ah ouais, moi aussi, je m'en rappelle. Je sais plus qui. Ouais. Lui, il était où avant d'aller au Real? Il a fait Feyenoord, non? Je sais pas. Ouais, et j'avais envoyé un mail à l'OL, à destination de Jean-Michel Aulas, pour qu'il le recrute. C'était avant qu'il te bloque, ça, non? Ah oui, il était trop fort. Mais c'était le moment où tous les Hollandais étaient venus au Real. Il y avait Van Nistelrooy, Schneider, Robben, Van der Vaart, il y avait lui, il y avait Heitinga qui était venu aussi à un moment. Non, il y a du monde. Van Nistelrooy, qui était, et Van der Vaart. Ouais. Merci beaucoup, très bon choix. Merci beaucoup les amis. On va finir par un petit quiz qu'on va faire un peu plus court que d'habitude, d'habitude, parce qu'on n'a pas trop le temps. Petit vrai ou faux pour commencer. Sofiane, Pogba s'est lancé dans la musique et on peut entendre son titre sur une plateforme, des plateformes de streaming et sur YouTube aujourd'hui. Vrai ou faux? C'est chaud. Ah putain, je dirais vrai, parce qu'honnêtement, il a le profil, avec le groupe Team Paille, le groupe ivoirien Team Pailla, le son s'appelle Manger la vie. Je l'ai écouté, vous pouvez l'écouter. C'était sûr, il a le profil quand même. Ça fait bouger, hein. Ouais. C'est un son, je pense que ça, 2016, 2014, bien placé à la goule, François, tu bouges. Hein. Il a clippé, j'imagine, non? Il a clippé, bien forcément. Il est dans le clip. Énorme. Omar. Petite question. Quand il s'est fait attraper pour dopage, Pogba a confessé s'être inspiré des méthodes de la clinique barcelonaise d'hormones de croissance. Vrai ou faux? Trop drôle. Trop drôle. Très bonne question. Très bonne question. Ça bosse en régie. Hein. Ouais, écoute, on prépare des quiz. Hein. Sofiane, lors de son retour à Manchester United, pour 105 000. C'est toi? Ah non, c'est François. Désolé, putain. François, lors de son retour à Manchester United, les maillots de Pogba se sont vendus à 150 000 exemplaires en quelques heures au Royaume-Uni. Vrai ou faux? Vrai, tout à fait. Vrai. 150 000 maillots. Ouais. Ça rejoint ce qu'on s'est dit. Ça rejoint ce qu'on s'est dit sur le marketing. Ah ouais, non, c'est une petite question, je pense que ça va vous plaire. Donc Coupe du Monde U20 2013 gagnée par la France contre l'Uruguay au tir au but. Est-ce que vous pouvez me citer les joueurs français, les joueurs de l'équipe de France? Vous les connaissez tous normalement. Aujourd'hui, vous les connaissez tous. Est-ce que vous pouvez y aller? Génération 93, donc en général, vous pouvez les avoir. C'est dans l'ordre là, du coup là. Comme vous voulez, ouais, allez-y pêle-mêle, comme ça un peu compliqué. Kondogbia, tout à fait. Varane, non. Varane était déjà avec les A à l'époque. Ouais. Merde. Omar, t'as quelqu'un? Flotov. Ouais, tout à fait. Lui. Au goal, il y a qui? Est-ce que c'est un joueur qui a joué avec les A au goal. Il y a pas Ah non, je me trompe avec la génération Mbappé, moi. Ah ouais, c'est un joueur qui a joué avec les A au goal et qui joue encore aujourd'hui. Costil. Non, c'est Areola. Areola, tout à fait. Ah oui, je suis trop bête. Je sais que c'est un 93 ce mec. Après, tu dois avoir du Lucas Digne. Tout à fait, Lucas Digne. Tu te fumais par Sofiane, là, François, faut y aller. Mais je l'ai pas cette génération. Et Guy Lavogui, il est pas là? Non, il y a pas Guy, enfin, il est pas rentré. Umtiti, non. On a un amoureux des bêtes. Kurt Zouma, exactement. Ouais. Attends, Umtiti, il y est pas? Umtiti, il y est pas là. Enfin, pas en finale, du moins. Ah, ok. Après, au milieu, il y a qui là, avec Pogba, là, du coup? Kondogbia, Pogba. On a un homme qui a des infos sur Umtiti.
Un homme qui a des infos sur Umtiti et sur ce que lui faisait sa copine. De quoi? On a un homme qui avait des infos sur Tolisso, est-ce que lui faisait sa copine? Ah, Poloma. Poloma, il y est, waouh. Il y a Poloma. Ouais. Et Chris Mavinga, non? Chris Mavinga, non, il y était pas. Est-ce que vous voulez que je vous dise les autres ou pas, ou c'est compliqué? Se fait deviner, peut-être en devant, il y a qui? Le 9, c'est qui? Il est pas connu? Le 9, c'est un 9 qui a joué en Angleterre et qui était un énorme espoir. C'est pas Yaya Sanogo? Exactement. Et je me rattrape un peu là, parce que là, les auditeurs, ils vont me. Ouais. Et il y en a un autre qui a été un moins gros espoir, mais. Il y a ah non, je suis trop con. Waouh, j'allais dire une. Non, il y a non, Augustin, c'est la génération 2000. Mais c'est un prénom composé aussi. Un prénom. Ouais, un prénom composé. Jean-Yves Maurice? Non, c'est quelqu'un. Il y a une vidéo, il est prêté par son club dans un club et il se fait démonter par les supporters, etc. Et il y a sa meuf qui intervient pour le défendre auprès des supporters. Je sais pas si vous l'avez. Non. Pas du tout. C'est quoi ce truc? Est-ce que vous voulez que je vous dise ou pas? Vas-y. C'est Jean-Christophe Baebeck. Ah oui, Baebeck. Il est prêté à Valenciennes et il est nul. Ouais, il est à Valenciennes. Putain, je n'ai pas cette rêve par contre. Il se fait défoncer par les supporters. Et les gros mecs de Valenciennes, ils l'engueulent, etc. Et il y a sa meuf qui dit mais il fait ce qu'il peut, etc. Allez voir après. Allez, je vais vous dire les autres parce qu'on n'a pas trop de temps. On avait aussi Dimitri Foulquier. Ah oui. On avait Mahamadou Nabissar. Donc il est à Lyon, Geoffrey Kondogbia, Jordan Verretou, vous auriez pu avoir, Alexis Bossetti, mais oui aussi, et Axel Nangdo. Ngando, Ngando, le formé à Rennes. Exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez me citer les joueurs qui ont joué lors de la première sélection de Paul Pogba? C'était le 22 mars 2013 contre la Géorgie, victoire 3-1 de l'équipe de France. 2013. Lloris. Il y avait un Patrice Evra. Non, il n'était pas là. Il n'y avait pas Patrice Evra. C'était pas c'était l'autre. J'étais au stade pour sa deuxième sélection contre l'Espagne. Il prend rouge d'ailleurs. Ouais. Il y a Varane. Il y a Varane, tout à fait. Ouais. Il y a Sako. Il y a pas Sako. À droite, c'est Sagna, j'imagine. C'est Sagna. À droite, c'est pas Sagna, c'est l'autre. C'est Debuchy. Non, c'est un autre qui jouait. Clichy. Non, Clichy était là à gauche, ouais, tout à fait. Clichy à gauche, c'est Clichy à gauche à droite, à ce moment-là. Karim, non? Karim. De quoi? Il est dans le groupe, non? Ah oui, Benzema, oui, arrière droit, Karim. Et Benzema est là. Derrière droit. Pogba aussi. Tous les joueurs, c'est. Réveillère? Non, pas Réveillère. C'est un qui a joué dans tous les clubs de Ligue 1 possibles, inimaginables. Ah bon? Arrière droit? Arrière droit. Ouais, attends, en Ligue 1. Qui a joué au moins dans 3-4 clubs de Ligue 1. Ah bon? J'allais. Ouais, exactement. Ah oui. Mamadou Sakho, qui est là, vous avez dit Sakho ou pas? Sakho, il l'a dit Omar. Omar, bien joué, ouais. Donc, et puis ensuite, les gars devant, vous les connaissez tous. Hein. Alors, c'est 13-14, c'est les mecs titulaires. Hein. Valbuena, exactement. Ribéry, Benzema. Devant, on a aussi, l'autre, la quantité. T'as qui? T'as Gignac? Non, il est pas. Non, plus simple. Karim. Karim, vous l'avez dit. Ouais, et Olive. Ouais, Olive. Il était là déjà. Olive Giroud. Ça, il vous en reste un. Il reste un milieu? Ouais, il vous reste un milieu. On a dit qui? Pogba, Cabaye. Pogba, vous l'avez dit, Cabaye non, et on a un milieu titulaire. Matuidi peut-être? Ouais, Matuidi, exactement. Ouais. Bien joué. Non, vous avez tout dit, hein. Et donc, pour finir rapidement, parce qu'on c'est fait Paul Pogba. Vendez pas du rêve quand même, cette équipe de France en 2013. Je me rappelle au Stade de France. C'était la transition entre, 2012 jusqu'à. C'était les débuts du projet Deschamps. C'était terrible, ouais. Alors, pour finir, on a le meilleur classement de Pogba au Ballon d'Or. Enfin, en 2016, il a fini 14e. En 2018, il a fini 15e. Est-ce que vous pouvez me citer sur ces 2 années les autres Français dans le classement des Ballons d'Or? Antoine Griezmann, 3e en 2016 et en 2018. Benzema en 2018, il est 17e. Il y a Mbappé qui est en 2018 4e. Ouais. Après, t'as Raphaël Varane en 2018 qui doit être devant Pogba. Pogba. Qui est 7e en 2018. Et Kanté qui est aussi 11e en 2018. Et il vous en manque un en 2016. Alors, 2016, un homme qui avait le vent en poupe en 2016. Payet. Exactement, Dimitri Payet qui fait 17e et les supporters marseillais étaient littéralement...
Il fait une grosse saison à West Ham. À l'Euro, il met. Il est bon, ouais. Mais il fait pas de Ligue des Champions, rien. Mais non. Mais l'Euro, c'est lui qui nous sort des poules. Bah oui. Ils sont mis contre la Roumanie, du gauche là. C'est lui contre la Roumanie, ouais. Dernière minute, ouais. Écoutez les amis, merci beaucoup. On a pas mal débordé, donc je vais vous remercier. Merci pour la qualité de vos interventions et je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine. Petit moment promo que j'ai oublié de faire au début de l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux. Allez-y. Et on est sur Amazon Music. Exactement, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Spotify. Cliquez mes amis, rejoignez l'aventure, cliquez. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci les gars, à bientôt. À bientôt.